attend un peu. C'est en direct. C'est facile en fait. Ouais, c'est facile. On appuie sur un bouton bim, on est en direct. On est sur Facebook, c'est ça. On est sur Facebook, on est donc en direct sur la page de Niap. Ouais, dit. J'ai pas le. Mais là c'est Valentin. Et toi, tu es. Et moi c'est Julien. Voilà. Ça fait très télévision. Tout à fait. J'attends qu'il y ait du monde qui arrive. Ou pas. Ça tombe, on n'aura personne. C'est ça, peut-être qu'on n'aura personne, c'est un pas test. grave. Voilà. Ça s'appelle Niap Club, on va essayer un nouveau format sur nos réseaux. C'est en direct, donc il n'y a pas de montage possible, on peut pas se... Donc si on raconte des bêtises, des trucs comme ça, on peut pas se rattraper en fait. Voilà. C'est sans filet, pour toi c'est une première du coup. Tout à fait. T'as jamais passé du tout Jamais. Non, jamais. Voilà. Si voilà. Je pars un peu figé, c'est normal. C'est le monsieur que vous voyez sur les chroniques qui sont publiées sur Facebook, c'est quasiment toi du coup en ce moment qui les sort majoritairement. Donc on aura l'occasion d'y revenir, je vais faire un rapide débrief sur l'actualité du monde de la bande dessinée, parce qu'on a eu l'occasion d'en tweeter quelques-unes, mais c'est toujours bien de pouvoir faire un rapide état des lieux. Et puis ensuite on parlera des bouquins qu'on a lus récemment. Pas de problème. Toi je pense que là, vous voyez pas, mais il y a une énorme pile de... Oui, on va montrer les piles après. 6-7 bouquins, tu dévores un nombre incroyable de bandes dessinées. Faut suivre l'actualité. Hein, c'est ça. Pas... Alors que moi je me suis plutôt recentré sur tout ce qui est patrimoine. Donc dans l'actualité, on a plusieurs choses. La première chose, c'est la sélection du prix ACBD. L'association de l'ACBD, c'est donc des journalistes et des critiques de bande dessinée qui chaque année font une liste de 15 lectures qu'ils ont adorées et qu'ils considèrent comme étant un peu au-dessus du lot. Et donc on a fait un article pour en parler. Dans ces publications, on a donc Le Patient. Je crois que tu en as parlé sur... Le Patient, ouais, c'était une de mes premières chroniques. Les Indes Fourbes, ça c'était une grosse sortie d'Elcourt. Prochainement, je le ferai en chronique, mais prochainement. Voilà, donc il y a 15 titres et le 5 décembre, on saura enfin quel est le gagnant de cette sélection. L'ACBD, c'est donc une association qui représente un peu tout un tas de blogueurs, de journalistes du monde de la bande dessinée. Donc il y a une certaine expertise. La deuxième information, c'est donc le premier numéro de Marvel Comics. Donc c'est sorti en 1939. Je parle sous ton contrôle parce que moi le comics c'est pas forcément... il y a bien plus qu'avec moi en comics. Vendu à 1,26 million de dollars. Ouais. Alors il est coté, il est en excellent état, il est coté CGC, c'est-à-dire c'est les comics qui se mettent sous vide, emballés correctement de manière à ce que ça casse pas, ça se dégrade pas, ça résiste aux UV et ça garantit une certaine qualité en fait du magazine ou de la BD. Donc tu payes 1,26 million de dollars et tu peux même pas le lire à la fin. Tu peux même pas le toucher, non, sinon il perd fortement sa valeur. C'est un peu bête. Et la dernière actualité, c'est donc la sélection du Festival d'Angoulême, avec notamment Il était 2 fois Arthur, voilà, que tu as sous la main. Qui en a sous la main. Donc en fait, je vous en ai parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines. C'est un ouvrage intéressant, c'est pas trop mon style de lecture à la base. Mais c'est vraiment original, d'une part par la narration, d'autre part par les vies un peu atypiques des personnages que ça aborde. Donc je vous engage à relire la chronique si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc voilà, Il était 2 fois Arthur, édité chez Air Libre. Et donc là c'est... On va pouvoir passer aux chroniques je pense. C'est à moi, donc du coup voilà, et on va faire ça. Je commence la série de chroniques et je vous parle de Optic Squad. Optic Squad, c'est édité chez Rue de Sèvres, c'est signé par Bervas, pardon, j'ai oublié le prénom du dessinateur, et Rimbert, Sylvain Rimbert, déjà bien connu, il s'est essayé à beaucoup de choses. Sylvain Rimbert, donc c'est plutôt cool. Ça raconte, donc c'est un récit d'anticipation. C'est une série, hein, il est bien sous-titré tome 1. Ça raconte l'histoire de Catherine, qui est nouvelle chez les Optic Squad. L'Optic Squad était en gros une brigade d'intervention hyper technologique avec des membres qui ont des nanocaméras dans les yeux, ce qui permet de suivre un petit peu l'action. Et donc cette brigade opère dans des cas critiques. Il s'avère que Catherine, qui prend un peu ses marques en opération, a des capacités assez impressionnantes pour une humaine simple. Donc en fait c'est un récit sympa, c'est une série d'anticipation typée cyberpunk, donc je vais vous présenter si c'est possible un petit peu le dessin. Du coup en fait c'est un récit adulte, il y a des thèmes qui sont abordés dedans qui ne sont pas forcément pour les plus jeunes. Ça plaira certainement aux fans de Travis, Carmen,
Nash, pour les plus vieux qui se souviennent de ça, chez Delcourt. C'est l'anticipation, voilà, c'est bien travaillé. Le scénario est bien écrit, assez sombre, mais rythmé, c'est-à-dire on s'ennuie pas trop, ça c'est pas mal. Et puis comme je disais, Rimbert est un touche-à-tout, hein, c'est-à-dire qu'il maîtrise, tiens, si tu veux tourner un peu les pages, il fait des choses assez sympas. Le dessin est très très travaillé en fait. Attends, je vais reprendre. Comme ça va être plus simple. Oui, c'est ce que je veux. Le dessin est assez. Je spoil pas, non, je spoil pas. Le dessin est assez travaillé en fait. Donc on voit que le dessinateur travaille en contraste noir et blanc avec des aplats de noir pour les ombres et c'est colorisé après. Il y a une finesse de travail surtout sur les personnages, sur les visages, sur les expressions. Et puis les proportions des corps ou des véhicules du décor, etc. Les perspectives sont très bien foutues. Il y a une richesse, comme je disais, donc du coup des décors, véhicules qui sont un peu recherchés pour une série futuriste, c'est pas mal. Et puis le design est travaillé. Voilà. C'est plaisant pour ceux qui aiment ce genre de BD d'anticipation. Maintenant c'est un tome 1, ça pose les bases de ce qu'est l'histoire. Faut voir un peu ce que ça donnera avec un tome 2. Mais ouais, je vous engage bien à lire ça si l'anticipation, l'espionnage un peu futuriste vous branche. Voilà. À toi. Ouais, moi je vais vous parler d'Errance. Donc ça c'est un manga que tu m'as prêté, Ginyo Asano. J'ai du mal à maîtriser les noms un peu japonais, mais ça va le faire. Donc effectivement le titre est assez bien trouvé parce qu'effectivement c'est l'errance d'un mangaka qui, après avoir fini son succès, a du mal à réembrayer et à remettre le pied à l'étrier pour une future saison, ou en tout cas une future série. Il a une grosse pression parce que fatalement, à partir du moment où vous avez réussi un best-seller, enchaîner pour la suite, c'est très compliqué. Et donc il essaye de trouver de nouvelles histoires plus ou moins facilement. Et en fait, c'est tout son parcours, on va dire, psychologique de qu'est-ce que je fais après, et j'arrive pas à trouver une idée qui soit suffisamment innovante et qui me plaise. Est-ce qu'il faut que je fasse un succès en respectant les canons du genre, c'est-à-dire en faisant ce que les gens attendent, ou est-ce que je pars sur quelque chose de très artistique et qu'au contraire je me fais plaisir? Et il a du mal à se positionner sur l'un ou sur l'autre des créneaux, et donc il est vraiment dans une sorte de chute libre pendant plusieurs mois. C'est assez plusieurs dark. longs mois. Si tu m'as dit que c'était un peu déprimant, et effectivement quand on lit ça, faut vraiment être bien accroché. Faut pas être dépressif, c'est pas... C'est ça. C'est un peu, moi j'ai considéré ça comme un anti-Bakuman. Bakuman c'était assez positif. Alors là t'es calé, parce que moi les mangas... Voilà. Non, j'ai démarré... Mais Urasawa sur les mangas, je suis pas... Voilà. Bakuman, on avait justement un duo de jeunes mangaka qui essayaient de devenir professionnels. C'était vu d'une manière très positive, mais on voyait aussi les coulisses d'un manga et comment ça se fonctionne, etc. Là, dans ce manga-là, effectivement, on voit aussi les coulisses, mais c'est, encore une fois, là, pour le coup, c'est très très noir, très très négatif. On se dit, si c'est ça, être mangaka, autant faire autre chose dans sa vie. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Et ça complète bien ce que j'avais lu avec Bakuman il y a quelques mois, en fait. Ça donne vraiment une deuxième vision du monde du manga. Et j'ai bien aimé. Mais effectivement, il faut avoir un état d'esprit positif pour lire ça, je pense. Et le dessin est pas mal aussi. Hein. Le dessin, effectivement, on peut... on voit que tous les décors sont travaillés avec des photos, en fait. C'est assez net. C'est assez réaliste en termes de style, effectivement. Voilà, bien sûr. Errance. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Alors, on continue avec un coup de cœur, un vrai coup de cœur. Un coup de cœur, c'est un western. Un western qui est édité chez Grand Angle, qui est signé, donc qui s'appelle Jusqu'au dernier, qui est sorti en 2 éditions, je crois. Il y a une édition un peu plus luxe, je ne sais pas si elle est pas en noir et blanc. Donc, Jusqu'au dernier, c'est signé par Jérôme Félix, et donc Jérôme Félix, est scénariste et qui travaille beaucoup chez Grand Angle. Et le dessinateur, c'est Paul Gastine, et ce duo a déjà opéré sur quelque chose que vous devez connaître, qui s'appelle L'Héritage du Diable, qui était une série toujours chez Grand Angle et qui avait bien marché à l'époque, était vraiment sympa. Donc en fait, ça raconte, à la veille de la démocratisation du train aux États-Unis, c'est-à-dire c'est le moment où le train, ils sont en train de construire des gares partout, dans toutes les villes, et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui convoie du bétail de ville en ville, d'état en état, et lui perçoit en fait un grand changement et se dit que le bétail va être convoyé par train et que son boulot va forcément changer. Donc Russell, c'est le nom du héros, Russell va raccrocher en souhaitant s'offrir une vie plus tranquille. Donc pour ça, en fait, il a mis un peu d'argent de côté et il va
Voilà, il va rassembler ses proches et ils vont essayer de s'installer. Sauf que tout ça va tomber à l'eau lorsque en fait, il découvre Bennett, donc un jeune garçon dont il s'occupe. Il va découvrir que Bennett est retrouvé mort et dès lors ça va organiser plein un esprit de vengeance et puis savoir qui a fait ça et pourquoi et voilà. Donc c'est vraiment plaisant. Donc c'est un western, comme je disais, qui est extrêmement bien construit. C'est ça qui est vraiment fort. Il y a une construction des scénarios, il y a une construction des personnages. Les personnages sont bien écrits. C'est des personnages forts avec chacun une histoire et un vécu. C'est ce qui renforce en fait les personnages et le fait que les faits des personnages et les actes des personnages dans l'histoire découlent en fait de ce qu'ils ont vécu, de leur expérience. Donc voilà, donc Jérôme Félix s'essaye au western, parce que je crois pas qu'il en ait fait avant, avec brio. Donc voilà, et ceux qui ont aimé, d'entre vous, qui ont aimé Sykes ou Texas Jack, qui sont édités chez Signé, dans la collection Signé au Lombard, vont adorer ça. Voilà, donc après, le truc qui est vraiment cool, enfin moi j'ai apprécié, peut-être pas spoiler la fin, mais voilà. C'est la finesse du travail de... Comment présenter ça? En fait, c'est la finesse du travail... Voilà, ça tombera plus. La finesse du travail de Gastine, qui a encore affiné son trait, et je vous engage vraiment à aller voir, si vous ne voyez pas bien, toutes les previews que vous pouvez trouver sur le net. Les visages, les expressions encore gagnées en précision, le détail, ça a toujours été son fort, les ombrages, c'est très très bien. Bon, parfois on a un peu des expressions qui peuvent paraître un peu statiques, mais bon, on peut passer facilement outre. Et là, on a un travail de la couleur qui instaure une superbe ambiance. En fait, c'est vraiment plaisant. Donc voilà, donc je vous engage. Moi, c'est un coup de cœur pour moi. C'est un très bon boulot en fait de chez Grand Angle. Et je vous engage vivement à lire cet album. Même les fêtes approchent, si vous prévoyez de l'offrir ou ce genre de choses, c'est une très bonne idée. Voilà. Et pour compléter, il y avait aussi la bande dessinée La Venin que Justin avait chroniqué en vidéo sur la chaîne YouTube. Oui. Si jamais c'est vraiment votre style, je pense que ça peut bien compléter une lecture western pour se faire une thématique western Tout à fait. En début d'hiver. Tout à fait. À toi de jouer. Bon, on va prendre celui-ci, on va partir sur du polar ce coup-ci. Le dernier, Jérôme K, Jérôme Bloch. On en avait déjà en partie parlé sur... On l'a beaucoup teasé. En fait. On a beaucoup teasé sur Facebook parce qu'on a partagé des plans. On est fans tous les deux et on l'a beaucoup teasé et voilà. Puis vous connaissez peut-être un peu parce qu'on avait interviewé Alain Dodier il y a déjà 1 an et demi de mémoire donc, sur la chaîne YouTube. Donc il y avait une interview d'Alain Dodier en vidéo. On a effectivement teasé sur cet album, donc c'est du polar. Je vais pas trop spoiler sur le scénario parce que c'est aussi tout l'intérêt de cet album. Et puis de manière générale, c'est donc une bande dessinée franco-belge, donc il n'y a pas non plus 300 pages. Là, c'est une histoire d'enlèvement. Encore une fois, c'est donc Jérôme K. Jérôme Bloch qui est donc un détective privé parisien qui vit du coup dans le 18e arrondissement de Paris, avec tout le folklore du fait qu'il ait un imperméable beige, qu'il ait un chapeau à la Colombo, qu'il ait aussi un Solex parce qu'il a été incapable de réussir son permis de conduire moult fois. Donc c'est vraiment du polar à l'ancienne, imperméable beige, en petite enquête sympa dans les rues de Paris. Pour les fans de voitures, un petit clin d'œil à l'Alpine A110 que vous retrouverez au début. Voilà. C'est vrai que Julien est fan de voitures. Oui, mais enfin, il n'y a pas que moi, donc ça peut être un truc... le trait de Dodier est toujours bien précis. Autant on voit une évolution de son trait sur l'ensemble de sa carrière, mais sur les derniers albums, il reste quand même assez fidèle à ce qu'il faisait, et donc c'est vraiment plaisant, je trouve. Voilà. C'est toujours un gage de qualité à chaque fois qu'en tout cas j'en prends un, je sais que je serai... non, c'est cool. Et le héros est très fort. Personnage un peu iconique, un peu maladroit, c'est très bien et on n'est jamais déçu en fait fondamentalement du héros. On peut aimer plus ou moins telle ou telle histoire, mais bon, globalement ce tome-là, je pense pas me tromper, je sais pas si tu l'as aimé. Moi j'avais peur d'être, on va dire, non surpris par l'intrigue qui était mise en place en me disant ça c'est peut-être du déjà vu. J'ai quand même été surpris malgré tout par le déroulement des péripéties mises en place. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il arrive justement en sachant là où on l'attend à essayer d'aller ailleurs et du coup à nous faire un effet de surprise. On l'attend à un endroit, effectivement il y a un autre, donc ça c'est intéressant. C'est pas mon préféré celui-là, mais bon, globalement il s'apprécie vraiment. Il est cool, je trouve ça sympa. Oui, voilà, c'est vraiment un polar sympathique, sans grande non plus prétention, c'est-à-dire que c'est toujours à peu près la même qualité, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus un truc exceptionnel ni un truc moins bon, c'est un truc, une lecture plaisante.
Ouais, sympa, ça s'apprécie. Et ben dans le genre, c'est un bon enchaînement, tu viens de faire un bon enchaînement. Ah, Toujours chez Dupuis, toujours dans le genre lecture plaisante. Un des événements Dupuis de la fin d'année, hein, puisque je pense que tout le monde, on est une grande partie à attendre les Largos quand ils paraissent. C'est donc le tome 22 qui s'appelle Les Voiles écarlates, qui est toujours signé par Philippe Franck au dessin et Eric Giacometti, dont c'est le premier diptyque, qui remplace Jean Van Damme. Je vous fais pas trop de pitch. Je pense que pour ce tome 22, il faut déjà passer par le tome 21. Ne commencez pas par celui-ci. Le tome 21 qui s'appelle, je triche, L'Étoile du matin, et qui est l'album du retour en fait on va dire de Largo avec un nouveau scénariste qui est Eric Giacometti. Voilà. Le point fort de cet album, c'est que c'est le retour de l'économie en fait dans cette histoire, dans ce diptyque, c'est le retour de l'économie au cœur du récit. En fait, on parle beaucoup du contexte économique, du groupe Winch qui cherche à évoluer, sans trop spoiler. Donc c'est bien, en fait, il n'y a pas trop de commentaires échos, etc. C'est bien. Le contexte économique, il est pertinent, notamment avec le micro-trading, qui fait partie de l'histoire. Donc ça, c'est plutôt innovant. En contrepartie, on retrouve des méchants plutôt russes, enfin oui, des méchants russes, qui font un peu déjà vu, et c'est un peu contrasté par rapport au fait d'aborder le micro-trading et toute la high-tech qui va avec. Il y a beaucoup d'actions dans ce deuxième tome, alors on va tourner un petit peu les pages, mais il y a beaucoup d'actions dans ce deuxième tome, c'est plaisant, parce que il y a un rythme non-stop, peut-être un peu trop des fois, c'est à vous de juger, et puis l'action, elle est l'action à la James Bond, et vous retrouverez d'ailleurs un petit clin d'œil à la James Bond dans l'histoire. C'est bien, c'est pas mal. Le truc intéressant à voir, c'est que Giacometti s'approprie complètement le personnage de Largo. C'est-à-dire qu'on voit que le gars a quand même posé ses bases sur le tome précédent et celui-ci. Maintenant, celui-là, il est peut-être un peu plus flamboyant, avec beaucoup d'action, etc. Peut-être c'est pour marquer le coup du fait que ce soit son premier diptyque à lui. À voir ce qu'ils vont faire après. On peut noter aussi des choses sympas, puisque quand on vous lirait cette histoire, en fait, on peut imaginer des évolutions à venir pour le groupe W. On vous verra ça à la fin de l'album. Et puis, tout en bas là, les titres du prochain diptyque sont déjà dévoilés, chose qui n'était pas forcément le cas à toute parution. Donc je pense que les auteurs ont une idée claire en fait de ce qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est pas mal. Et enfin, Philippe Franck au dessin, c'est Philippe Franck au dessin. Ça ne change rien, je vous ai déjà montré cette page-là. Mais bon, toujours autant de finesse dans le dessin. Et puis autant de travail. Alors, c'est pas lui qui fait la mise en couleur, je ne sais plus qui l'a fait. Mais il est toujours là en support, et il sait exactement ce qu'il veut et tout, c'est très plaisant. Donc voilà, c'est un bon diptyque celui-là, donc L'Étoile du matin et cet album Les Voiles écarlates. C'est pas le meilleur selon moi, je préfère Le Prix de l'argent et la loi du dollar, et Les Trois yeux des gardiens du Tao et la voie de la vertu, c'est les tomes 13, 14 et 15, 16 qui sont moi ceux que je préfère, mais celui-là est vraiment sympa. Et comme j'ai dû le mettre sur les réseaux, c'est vraiment toujours sympa de lire à Largo en fait. Voilà. Ça reste accessible en termes de notions économiques. Complètement. Sinon, du coup, j'en profite juste pour dire qu'on avait fait une vidéo sur introduction au monde de la finance, introduction à la finance, pardon, qui était donc un album de vulgarisation des notions de finance qui apparaissait dans Largo Winch. C'est très intéressant. C'était du coup une occasion de creuser des concepts qui sont abordés ou évoqués qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir eu dans nos études. Donc, ça permet de regarder la série avec un angle un peu nouveau. Alors ça, c'est plus un bouquin du coup. C'est plutôt un bouquin, il n'y a pas tant de bande dessinée que ça. Il y a des cases qui sont reprises. Il y a des cases qui sont reprises, c'est illustré avec effectivement des cases de la bande dessinée pour situer un peu en contexte. C'est digeste ou c'est... Ça se lit pas en une seule fois comme une bande dessinée, ça nécessite de l'accompagner, c'est des par chapitres, donc on sélectionne un peu ce qui nous intéresse ou non, on revient à d'autres, ça se lit de manière indépendante, il n'y a pas vraiment de difficulté. Moi en tout cas j'ai appris pas mal de choses, effectivement il faut juste se poser dans un fauteuil un petit moment. Du coup, ça c'est signé Olivier Bossard, qui est directeur exécutif du Master Finance de HEC Paris et professeur de finance à Pékin et Tokyo. Voilà, donc le gars il sait de quoi il parle, je pense aussi. Clairement. Il y a quelques passages qui sont un petit peu ardus, mais on creuse un peu la question, on se pose et on finit par les passer sans difficulté. Donc
Je vous le recommande en complément du coup de la lecture de Largo Winch. Eh ben c'est bien. Et vous avez une vidéo sur, sur Facebook. On est en train de vous faire votre liste pour Noël. Ça se passait dans l'Est, de mémoire. Tu m'avais évoqué Saint-Pétersbourg, je crois. Oui, en Russie, oui, totalement. Là, on est en Pologne. C'est ben presque pareil. Trop fort. C'est beau. C'est les transitions. Donc ça, c'est assez connu. C'est encore une fois chez Dupuis, parce que moi, j'aime beaucoup cette maison d'édition. C'est donc de Sylvain Savoya et Marzena Sowa. C'est une intégrale, donc c'est un gros pavé. Édité chez Air Libre, c'était sorti chez Air Libre C'était sorti, en fait à la base c'était pré-publié dans le journal de Spirou, ça a été ensuite mis sous forme d'album, et là c'est vraiment une intégrale. Alors je crois que c'est... je crois que le dessinateur... Oui, c'est le dessinateur Sylvain Savoya qui a fait Les Esclaves de Tromelin, je crois. Tout à fait. Et il a fait, alors pour ceux qui se souviennent des vieilles BD, Altogo, je crois, qui était paru chez... Alors ça j'ai pas lu par contre. Une histoire assez complètement différente, avec un dessin qui est assez... Alors voilà, là on le voit sur la construction, c'est-à-dire qu'il y a toujours 6 cases sur chaque planche, en fait sur chaque page, et quel que soit l'endroit de l'intégrale qu'on ouvre, en fait c'est toujours la même composition, toujours la même structure à chaque fois, 6 cases à chaque fois. Tu peux le faire le test, tu verras systématiquement, c'est 6 cases par 6 cases. C'est assez bien. C'est donc autobiographique puisque c'est la vie en fait de Marzena Sowa qu'on voit d'ailleurs derrière. On voit du coup c'est la scénariste de cette série, Marzi. Et oui, Marzena, voilà, c'est ça. Forcément. Elle raconte sa vie en Pologne de 1984 à 1989, c'est-à-dire la fin du régime communiste en Pologne. C'est assez intéressant. Là encore une fois, ça se lit pas d'une traite, mais ça se lit en plusieurs fois parce que fatalement ça fait quand même un bon paquet de pages. Mais au demeurant, c'est très intéressant à la fois sur l'histoire de la Pologne et c'est vu par les yeux d'une enfant. Donc c'est aussi ce côté un peu naïf qui permet d'éclairer un régime qui nous est pas forcément familier. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup. Bien. Bien. Alors, on va passer après, on va faire un petit changement. Moi, je vous parle, alors, j'ai pas l'album là, voilà, je ne sais pas si vous verrez la couverture, je vous parle de Dragon et Poison, qui est paru chez Dracou. Alors, je vous avais pas déjà parlé d'Anthracon en fait. Alors, Dracou, pour rappel, qu'est-ce que c'est Dracou? Dracou, c'est une nouvelle branche du coup de Bambou, donc et de Grand Angle, qui va parler un peu des mondes fantastiques, un peu de fantasy, un peu de récits, etc. dans ce style-là. Et du coup, le directeur de collection, éditeur en chef, ce que vous voulez, c'est Arleston, donc qui opère chez Soleil, en tant que scénariste. Trolls de Troie, L'Enfeuse de Troie, Ithac, etc. Voilà, ça c'est Arleston. Et donc, pour 2019, ils se sont lancés au début septembre. Pour 2019, ils ont 3 albums, d'Anthracon tome 1, il y avait Dragon et Poison que je vais vous parler, et La Pierre du Chaos, que je n'ai pas encore lu, que j'aborderai, je pense, avant la fin de l'année. Donc voilà, donc, je vous engage à aller voir les previews sur le site de Dracou, D-R-A-K-2-O, pour avoir une vue claire sur ce qu'est ce récit, parce qu'il est vraiment sympa. Pour faire bref, en fait, dans la cité de Pamoison, on trouve toutes sortes de poisons, de potions, etc. Vivent Nevo et Grayson, les 2 héros principaux de l'histoire, et ils vont entreprendre une quête typique des récits fantasy, etc., qui va changer leur vie vraiment, et la vie de chacun va changer différemment, à tel point qu'ils auront peut-être envie de revenir en arrière, ou est-ce qu'ils auront un destin commun, ou voilà. Donc ça va être la question du bouquin. C'est un premier tome, donc il y aura forcément une suite. Voilà, on trouve beaucoup dans ce livre, on trouve beaucoup de fraîcheur. C'est frais, c'est nouveau, c'est vraiment appréciable, c'est dynamique, c'est libéré par certains aspects, très léger, mais c'est fun, voilà, vraiment. Une bonne dose d'humour et une certaine modernité dans la narration, c'est-à-dire on ne s'ennuie pas une seconde. Les personnages sont toujours, on n'est pas dans de l'action vraiment exacerbée, mais c'est toujours dynamique, c'est toujours sympa. Voilà. Le dessin de Rebecca Morse est superbe, encore beaucoup d'expressions sur les visages, on n'est pas dans un dessin marrant uniquement, ça va beaucoup plus loin que ça, et les couleurs de Kaori, donc la personne qui a fait la mise en couleur, est très sympa. Rebecca Morse en dessinatrice et Isabelle Botian en scénariste, j'ai oublié de le préciser, ont fait d'autres BD avant que j'ai pas lu, donc voilà, c'est la première BD que je lis de ça, et c'est vraiment sympa, et j'insiste vraiment sur le côté frais et dynamique du récit.
Donc comme je disais, cet album elle dévoile un autre aspect en fait de Dracou. Après Dantracon qui est vraiment du Harleston, pensé, conçu comme du Harleston, très proche, même si ça reste différent de ce que vous pouvez lire chez Soleil. Mais donc ça dévoile un autre aspect de Dracou, et donc moi je trouve que c'est prometteur pour la suite, et j'espère qu'ils nous feront d'autres titres variés. Voilà. Oui, j'aime beaucoup effectivement cette maison d'édition de manière générale. Ils sont hyper variés, puisqu'ils présentent des bambous, donc plutôt pour les jeunes, avec des histoires un peu accessibles, on va dire, et puis aux plus jeunes notamment. Grand Angle qui est, comme son nom l'indique, très cinématographique, très vraiment bien vu. Aussi, et puis Dracou, c'est un beau challenge, quoi. Ouais, ça complète bien la maison d'édition avec ce qu'ils avaient, puis en plus ils font vraiment de la qualité dans le sens où ils publient pas non plus 50 000 titres tous les ans. Tout à fait. Mais a priori, ils ont de belles choses à présenter, donc voilà. Donc ils ont 3 mois d'existence, et ben on leur souhaite plein de bonnes choses. Tout à fait. Et on continue, puisque tu as fini toi. Ouais, moi j'ai fini. Ouais. Alors on va faire très court, puis on va entamer après on va entamer quelques lectures ou rappels, des choses comme ça. Moi j'ai lu Itac, donc j'aime beaucoup la série Itac. Donc là, dans celui-là, en fait, on retrouve nos héros, Narvar, Granit, Danaël, dans la suite de leurs aventures. Bon, c'est classique désormais, il y en a un par an qui sort, voilà. On s'installe peut-être dans une petite routine. Le dessin est toujours sympathique de Floch, moi j'aime bien. Il y a toujours un truc, voilà, on a toujours des cases assez sympas, la mise en couleur est bien aussi. On a quelques loupés, moi j'ai trouvé que sur certains détails, certains visages, etc., on a quand même quelques loupés. Je vous laisse faire le tour, je n'irai pas faire un zoom sur ce qui m'a interpellé en tout cas. C'est vrai que graphiquement tu m'avais dit qu'il y avait des choses qui te ouais, alors oui, voilà. Bon, après, c'est mon avis à moi, je vous laisse vraiment vous faire le vôtre. Donc voilà, globalement, moi je trouve que je suis très fan de cette série à la base parce que ça avait un côté, je parlais de fraîcheur pour Dragon et Poison tout à l'heure, quand Itac est sorti, c'était frais, c'est-à-dire il y avait de l'aventure, il y avait du récit, ça mixait space opéra, fantasy, etc. C'était vraiment sympa. Moi je trouve qu'avec ce tome 16, la dynamique s'essouffle un peu. Est-ce que il y a des chances, ma remarque n'est pas complètement vaine. Est-ce que ça peut se renouveler? Ça peut, mais il faudra être là pour le tome 17, et c'est pas garanti. Donc voilà, en demi-teinte pour Itac tome 16. Bon, à voir. Je pense qu'il y a des albums qui ont été plus sympas. Je pense qu'on peut juste préciser pour les gens qui débarquent complètement sur cette série-là, oui. Pour la resituer un petit peu, donc c'est un vaisseau de croisière qui s'écrase sur une planète inconnue, complètement, avec des créatures un peu farfelues. Alors, grande diversité de créatures. Alors, il y a 2 cycles. Il y a un premier cycle, en fait, on va découvrir ce qui se passe, pourquoi ils sont sur une planète inconnue, pourquoi, etc. Et peut-être que c'est pas justement un crash complètement dû au hasard. Anodin. Non, mais par contre, le point fort, tu as le tome 1, on va le présenter. Le point fort de ça, si vous n'avez pas lu, vous cherchez un truc original, capable de rivaliser avec un comics, on peut aller jusque là. Itac, c'est bien, c'est-à-dire que vous prenez les 8 premiers tomes, voilà, vous avez une histoire complète, après vous allez au-delà si vous voulez, mais c'est sympa, les personnages sont originaux, il y a une finesse dans le dessin, c'est dynamique, il y a de l'action, il y a de l'aventure, on se retrouve avec des paysages qui sont assez intéressants, donc, et ça mêle vraiment fantasy et space opéra, c'est la base de la série, voilà. Voilà, c'était juste pour faire une remise en contexte. Super. Donc, moi, je vais vous présenter en gros des choses dont je vous ai déjà parlé, mais un petit rappel. Chez Dargo Aristophania, tome 2, j'ai fait une chronique, donc vous pouvez la retrouver sur Facebook. C'est de la magie. Le tome 1 avait été marquant. C'est signé d'Horizon. C'est d'Horizon et Parnotte, ceux qui ont fait le maître d'armes. Donc voilà, c'est plaisant. Le gros point fort de ce deuxième album, c'est qu'on en apprend plus sur ce qu'est la magie de l'azur. Et autant ça reste un peu flou dans le premier tome, tandis que vraiment on apprend beaucoup plus de choses là-dessus. Et c'est une vision de la magie qui est pas calquée sur Harry Potter. Harry Potter est très anglais en fait dans l'accroche.
Là, c'est complètement autre chose et il y a une vraie originalité. Donc voilà, Aristophania, tome 2, chez Dargaud. On reste chez Dargaud avec d'autres gens bien connus. Fred Duval. Fred Duval de Café, donc chez Delcourt, qui a fait Carmen McCallum, Travis, qui a fait d'autres récits plus du genre fiction chez Delcourt aussi, ou depuis je sais plus. Fred Duval, il fait un récit d'anticipation avec MM, qui était un des dessinateurs de Carmen McCallum, pardon, qui traite de l'arrivée d'extraterrestres sur la Terre. Et c'est la vie du point de vue des extraterrestres. Donc en fait, on découvre des extraterrestres prêts à aider, super équipés, qui agissent de sang-froid face à des humains qui sont un petit peu perdus, face à une catastrophe environnementale, etc. C'est très dans le ton actuel, donc allez-y, c'est vraiment très bien. Toujours chez Dargaud, ça. Ensuite, ça je vous en ai parlé, donc tout ça je vous en ai parlé aussi. Césambres, tome 2, Césambres ça a dû sortir en 2012 je crois, on est en 2019. Nicolas Malfin, qui est le dessinateur de Golden City, nous a fait le tome 2 qui a changé de coloriste entre temps. Donc ils ont recolorisé le tome 1 pour avoir une cohérence. C'est mieux. C'est clairement mieux, moi je trouve ça beaucoup plus sympa, il y a beaucoup plus de dégradés, de nuances. C'est sympa. Ça, en gros, ça se passe à Saint-Malo pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un récit qui va montrer tour à tour. C'est une histoire d'amour, un triangle amoureux, on va dire. Et puis vous avez la résistance, les civils, un peu l'armée allemande, etc. C'est vraiment c'est original. Et moi, ce qui est vraiment appréciable, c'est que ça montre Nicolas Malfin sur autre chose que Golden City. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, je suis vraiment un fan de ce qu'il fait et c'est plaisant de le voir sur autre chose que Golden City, ça permet de profiter de son talent. Voilà. Est-ce que tu sais la part entre la fiction et la réalité historique potentielle de Alors, cet ouvrage? je connais pas la part, simplement je pense qu'il y a une grosse part de réalité historique puisqu'il y a eu plusieurs expositions du côté de Saint-Malo basées sur le travail de Malfin et basé sur les pages, etc. Enfin voilà, donc je pense, je ne saurais pas dire les proportions exactes, mais il y a une réalité historique non négligeable. Et enfin, non pas tout à fait enfin, mais voilà, un clin d'œil, on parlait de bambou, grand angle, etc. Encore un truc qu'ils font bien, et ça peut être une idée de cadeau pour Noël, pour les gens qui lisent pas de BD ou pour les gens qui ont besoin de se changer les idées, le jour où il a suivi sa valise. Donc c'est le 4e tome. Il y a eu le jour où le bus est reparti sans elle, il y a eu le jour où elle a pris son envol, le jour où elle n'a pas fait Compostelle. Ça, c'est les 3 premiers tomes du premier cycle. Et donc là, en fait, c'est habile. C'est une série qui évolue. On change de héros, on change de contexte. C'est toujours la même thématique, le bien-être, l'hygiène de vie, savoir faire exactement ce qui est bon. Sans pour autant tomber dans les travers qui polluent en fait le quotidien. Donc c'est dessiné par Marco en fait, donc le gars qui fait les Godillots je crois, ouais. Et scénarisé par BK, BK qui a publié une très bonne nouvelle cette semaine avec David Etienne. BK travaille beaucoup pour Bambou, mais ils ont fait un truc pour Dupuis qui s'appelait Champignac que j'ai chroniqué au début. Ça a été une de mes premières chroniques. Et en fait, on pensait que ça allait s'arrêter au tome 1, puisque ils avaient communiqué de la sorte. Et en fait, voilà. Champignac, c'est très 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 bien. C'est le dessinateur des 4 de Baker Street, que moi j'ai pas lu. Mais voilà, donc David Etienne, BK. Là aussi c'est BK au scénario. J'avais moi aussi beaucoup aimé. C'est super bien. Et du coup, ils ont annoncé un tome 2. La nouvelle c'était ça. Et le dessinateur travaille dessus, donc c'est cool. Pour revenir à ça, voilà, on a un dessin de Marco qui est toujours sympa, frais, voilà, toujours tout. Et voilà. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez l'offrir à des gens qui lisent pas de BD. C'est très positif, c'est très feel good et voilà. Moi, c'est une de mes lectures que j'apprécie. Et la dernière, c'est un clin d'œil parce que je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Il y a Philippe Tom qui est décédé il n'y a pas longtemps. Tout le monde en a parlé. D'ailleurs, il y a toujours un Spirou qui doit être en vente. Tout à fait. Un numéro de Spirou qui est en fait un hommage. C'est ça.
beaucoup de dessinateurs amis du coup de Tom. De Tom, qui était quelqu'un de super connu dans la BD. Voilà, donc il a fait en fait il a fait un nombre non négligeable de Spirou, et en fait il a donné, je dirais, ses lettres de noblesse au personnage. Moi, l'époque Tom dans Spirou, c'est le deuxième après Franquin, et tout le monde a apporté sa patte. Peut-être pas tout le monde, mais ça on rentrera pas dans le débat. Chacun aime son duo voilà. d'auteur spécifique. En tout cas, Tom et Jean-Ry ont apporté beaucoup à Spirou, et moi mon numéro préféré c'était Luna Fatale. Luna Fatale qui est la fille en fait de Vito Cortisone, et un mafieux emblématique de Spirou. Toujours un dessin très, très agréable avec beaucoup d'expressions chez les personnages, beaucoup d'actions, etc. Donc voilà, moi c'était un coup de cœur. Donc si jamais vous cherchez un album à lire après le décès de Philippe Tom, ça peut être un choix. Ou Soda, très connu aussi, c'est une grande série qu'il a aussi réalisée au scénario. C'est donc un flic pasteur, c'est un petit peu original de le dire comme ça, mais en fait c'est un personnage qui est donc policier à New York, Oui. une ville assez violente, Oui. Et comme sa mère est cardiaque et qu'elle habite chez Il lui, ne veut pas lui dire. c'est ça, et Voilà. donc il passe son temps à se changer dans l'ascenseur du rez-de-chaussée de leur immeuble à leur appartement. Il cache son pistolet dans le réservoir d'eau de ses toilettes. Enfin, toute sa vie est dissimulée. Mais quand il part au boulot le matin, c'est phénoménal. C'est-à-dire il part habillé en curé et en fait il change dans l'ascenseur. Et inversement le soir quand il rentre. Voilà. Ce qui est aussi intéressant, voilà, c'est que donc c'est une double vie, mais c'est constitué comme une série télé. Donc à chaque début d'album, on nous rappelle le contexte. Vous pouvez prendre n'importe quel album des 13 pour l'instant. Vous comprendrez de quoi il est question. Donc il a scénarisé les 13 et du coup... Alors le 14, c'est un petit peu particulier, je vais peut-être faire un point là-dessus. Le 14, c'est donc celui qui suivra celui qu'il avait publié en 2014. Ouais, oui. C'est un diptyque, donc ça s'enchaîne directement. Ça se passe après les attentats du 11 septembre 2001. Oui. Donc c'est Dan qui est donc au dessin. Il se trouve que du coup, Tom est décédé, mais Dan avait eu la connaissance de la fin de l'album tel que le souhaitait Tom. Donc du coup, il a à minima quelques billes pour continuer malgré tout, même si le scénario n'était pas complet. Il a la fin du diptyque quelque prévu par Tom, donc je pense qu'il va réussir à retrouver ses marques une fois qu'il aura surmonté cette épreuve. Donc après, on ne saurait pas effectivement une date. Ça a touché beaucoup de personnes. Ça a touché pas mal de monde. Et après, pour la série, on verra ce qu'il en est. On espère effectivement qu'elle continuera le plus longtemps possible. Ok, bon, bah, du coup, on a abordé à peu près tout ce qu'on voulait vous dire. On a même fait un peu plus que prévu, donc très bien. On en profite pour remercier les éditeurs parce qu'on achète quelques albums, mais aussi on peut vous en parler parce que certains éditeurs nous envoient des bouquins. Donc on pense à Dargaud, Bambou, Dupuis, Rue de Sèvres, Aquileos, Glénat et d'autres. Donc ça c'est vraiment important pour nous, et puis ça permet d'avoir une diversité dans ce qu'on vous présente. La semaine prochaine... Du coup, il y a Yann qui va sortir une vidéo sur la chaîne. Alors, elle devait sortir cette semaine pour des raisons techniques, on la fera sortir donc lundi. C'est une vidéo qui va parler d'Astérix, le dernier album, La fille de Vercingétorix. On a volontairement attendu par rapport au tempo de la presse de manière générale, parce que tout le monde a été noyé sous Astérix. Exactement. On a essayé de prendre un petit peu de temps de recul par rapport à cet album. Vous verrez la chronique qui sera donc disponible sur YouTube environ vers 18h, je pense, lundi soir. Voilà. Ok, et deux nouvelles rapides. Donc en fait, courant décembre, moi je ferai moins de chroniques, donc on communiquera toujours sur des conseils pour Noël, des choses comme ça. Pas forcément sur des chroniques hebdomadaires, mais plus sur des petites pastilles qui peuvent vous donner des idées. Je reprendrai les chroniques hebdomadaires en janvier, je pense. Je suis en train de préparer la playlist. Et puis, il se pourrait peut-être qu'il y ait un cadeau à gagner courant décembre. Mais on ne va pas en dire plus, donc voilà, donc restez sur les réseaux, suivez un peu l'actualité, et puis voilà, une conclusion. Bien écoutez, c'était un premier test d'un format live, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait sur ce réseau, donc c'est-à-dire sur Facebook. C'était le Niap Club, voilà, du samedi après-midi. On est assez preneur d'avoir vos retours pour savoir comment faire évoluer ce format-là par rapport à ce que nous on a vécu aussi. On va essayer de l'amender de nos suggestions et de ce qu'on aura. Alors on va repartager cette émission-là, mais du coup voilà, on est vraiment curieux d'avoir vos retours, et puis si vous pouvez valider, si vous voulez parler des titres qu'on a abordés, n'hésitez pas, allez-y, voilà. Voilà, donc là c'était disponible sur Facebook, ça sera en replay sur YouTube notamment.
Oui. Et on vous retrouve très prochainement à la fois pour des chroniques et pour d'autres formats qu'on diffusera à la fois sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube, qui sont donc l'ensemble des réseaux sociaux du projet. Tout à fait. Voilà, lisez les bandes dessinées et à très bientôt. À bientôt.